Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans la dernière 2020 de C'est excellent, votre émission, celle qui crée le lien. En direct de Sud Radio, tous les dimanches à 19h, et merci mes chers auditeurs pour votre fidélité. Ce soir, j'ai le plaisir de vous proposer une spéciale gastronomie française. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'était une évidence. Un C'est excellent avec les personnalités qui incarnent l'excellence française dans nos assiettes et se battent pour continuer à faire vivre l'esprit français que nous aimons tant à faire rayonner ici. Alors, j'ai choisi pour vous ceux qui font partie du meilleur de ce que notre gastronomie peut nous offrir. À mes côtés et en direct pour vous, pour nous ce soir sur Sud Radio, 3 grands hommes pour qui l'excellence n'a plus de secret. Et j'ai nommé le grand chef aux 3 étoiles qui enchante nos assiettes, Monsieur Guy Savoie, qui est accompagné du boucher à la grande tradition familiale, fournisseur entre autres de l'Élysée, Jean-Baptiste Bissonnet, à la tête des boucheries nivernaises, avec ses 2 cousins. Et vous pourrez aussi découvrir l'art de nos artisans boulangers et pâtissiers avec Dominique Enract, le président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française. Un excellent programme ce soir et une émission à s'en lécher les babines, pardonnez-moi l'expression. C'est excellent, bienvenue chez vous. On va se mettre un peu dans l'ambiance. Un peu violette, bel éclat. C'est un grand Bordeaux. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Château Léoville-Lascaz, 1953. Avez-vous déjà songé à devenir critique gastronomique? Pas vraiment. Je vous disais cela parce que vous avez un merveilleux sens critique pour définir la nourriture. Salé, c'est saisissant, on sent presque le sel. Nous avons entendu L'aile ou la cuisse de Louis de Funès et puis un petit extrait de Chef, le film de Jon Favreau avec Scarlett Johansson et Dustin Hoffman. On se met en bouche, messieurs, ça vous plaît? Superbe, ça vous aime beaucoup. C'est l'heure. Ah bah oui, c'est ça, hein, c'est dans pas longtemps l'heure de dîner. Guy Savoie, on va commencer par vous. Vous avez grandi dans l'Isère, hein, vous avez été élevé par des gens de terre et de contact, si je peux me permettre l'expression. Absolument. Votre papa était jardinier municipal, votre mère qui a débuté, elle a débuté à la tête d'une buvette qu'elle a transformée d'abord en restaurant rapide, puis en restaurant renommé de la région qui s'appelait l'Esplanade. Il existe encore ce restaurant? Ce restaurant existe encore. Ah, bon, donc il s'appelle. La formule a changé, mais à l'époque, en fait, oui, vous l'avez très bien résumé. Donc c'était une place à 2 têtes. Oui. Donc comme mon papa s'occupait des jardins de la ville, dans le jardin principal, qui s'appelait d'ailleurs le jardin de ville, il y avait une petite buvette. Et cette petite buvette, au fil des années, est devenue un vrai restaurant, quoi. C'est un lieu au-dessus de la ville, donc une esplanade, bien sûr, avec terrain de boule, enfin tout ça. Les familles venaient là le dimanche. Moi, je voyais partir 1 litre de bière, 1 litre de limonade et 14 verres. Vous voyez, c'était voilà. Et ça a d'abord été une assiette de charcuterie, fromage blanc, ensuite omelette, ensuite il y avait un vivier. Mon père a mis des truites dans le vivier. Après, c'était du coco vin, escargot. C'est devenu un vrai restaurant. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes. C'est ça, vous avez grandi dans la cuisine, en fait. J'ai grandi dans la cuisine, absolument. Je sortais de l'école, c'était pour aider. C'est pour aider maman. Absolument. Donc pour soulager, en fait. Pas pour l'aider, c'est pour la soulager, parce que je trouvais injuste que quelqu'un qui donnait autant de plaisir soit obligé d'autant travailler. Ouais, c'est dur. Donc, la restauration. C'était en bon fils que je venais à son secours. C'est une belle transmission. Hein. Absolument. Alors, vous avez débuté à 16 ans en tant qu'apprenti, d'abord chez un maître pâtissier chocolatier, hein, Maurice Bernachon, c'est le plus grand de Lyon, non, c'est ça? Après, oui, c'est un élève de Bernachon qui s'appelle Louis Marchand. Louis Marchand, pardon. À Bourgoin-Jallieu, oui. D'accord. Oui. Et puis après, vous avez fait un sacré détour par le chef 3 étoiles Bernard Loiseau, qui est devenu un très proche. Absolument. Mais on était en apprentissage ensemble chez les frères Trois Gros à Roanne. D'accord. Et là, on a passé 1 an ensemble. Mais moi, j'ai passé 3 ans d'apprentissage là avant d'arriver à Paris au restaurant La Serre. C'est ça. Et ensuite. Et vous avez finalement ouvert votre restaurant hyper jeune dans le 16e. Vous aviez 27 ans, c'est ça? Absolument. C'était en 1980. Ça fait quelques années, absolument. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'un an après, vous avez votre première étoile quand même. Voilà. Et j'ai fêté cette année mes 50 ans de cuisine. Oh. Donc, je compte pas les années faites chez ma maman. Hein. Mais 50 ans de cuisine, vous savez, 50 ans de cuisine, comme dans nos métiers, hein, c'est pas Dominique et Jean-Baptiste qui vont me contredire. Comme on fait 2 journées en une, ça fait donc 100 ans de travail. Oui, c'est ça. Et puis la transmission, c'est quand même un peu la base dans votre métier, on est d'accord? Oui, en fait, nous, qu'est-ce qu'on est? On est des relayeurs. Hein. On a en amont tous les artisans de la terre et de la mer qui nous fournissent tous les produits.
Autour de nous, on a des jeunes équipes, bien sûr, que l'on forme. Et de l'autre côté de la cloison, il y a les convives qui sont bien installés. Donc on juxtapose le monde que je vais dire entre guillemets impitoyable du travail, et puis le monde du plaisir, parce que c'est un plaisir immense. On s'en rend compte en ce moment. Je crois que tout le monde est en manque. Ça nous manque tous. Est en manque de restaurants, mais j'ai par habitude de dire que c'est le dernier lieu civilisé de la planète, parce que tout est mis en œuvre pour le bien-être des convives. Donc depuis l'accueil jusqu'à la sortie, ce n'est qu'une succession à la fois de sensations, bien sûr, gustatives, mais aussi de sensations tout court. On est en principe dans des lieux qui sont esthétiquement beaux, avec des équipes qui sont totalement disponibles pour les convives. Si je peux me permettre. Voilà, l'excellence, absolument. Voilà. Vous la défendez très très bien. Jean-Baptiste Bissonnet, vous, la tradition, la transmission familiale, ça vous parle, hein, évidemment, puisque vous êtes la 6e génération, si je ne me trompe pas, à la tête des boucheries nivernaises. Même si vous destiniez pas forcément à prendre la suite à vos débuts, hein, vous aviez envie d'aller voir un peu ailleurs, et puis vous êtes revenu vers la famille. C'est ça qui s'est passé ? Alors, c'est un petit peu cela, et pas exactement ça. Tout simplement... on est boucher, donc, comme vous l'avez dit, de père en fils depuis 6 générations. On se transmet, non pas le témoin, mais c'est le couteau chez les Bissonnet. Donc, très rapidement, j'ai su que je voulais devenir boucher et je voulais perpétuer cette tradition bouchère française. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, comme on voit que le monde va vite, voire très vite, voire encore plus vite demain, j'ai souhaité faire mes armes ailleurs pour pouvoir ouvrir un petit peu mon esprit et pouvoir manager aussi. Manager et arriver avec des compléments d'informations pour pouvoir diriger au mieux la structure des boucheries nivernaises. D'accord. Et alors, c'est vos grands-parents qui ont déménagé en 1959, hein, c'est ça, la petite boutique de Suresnes des débuts, tout à fait. Qui est devenue une boutique magistrale, hein, rue du Faubourg Saint-Honoré, et qui très vite s'est mis à travailler avec les grands chefs autour, et évidemment les chefs de l'Élysée, tradition que vous perdurez, c'est ça ? Alors, cette traduction perdure depuis que mon grand-père et ma grand-mère, parce que c'était une aventure de famille, mon grand-père Jean, ma grand-mère Monique Bissonnet, qui ont créé les Nivernaises, donc le 2 décembre 54, et quand ils sont arrivés en 59 rue du Faubourg Saint-Honoré, mon grand-père et ma grand-mère m'ont dit « on est trop proche de la présidence de la République, il faut absolument que nous réussissions à servir donc l'Élysée et à servir le chef avec nos bons et beaux produits ». Donc c'est en 1967 qu'ils ont réussi donc à rencontrer et à commercialiser leurs beaux produits au Général de Gaulle. Incroyable. Vous avez des petites recettes à nous sortir ? Qu'est-ce qu'il aimait le Général de Gaulle comme morceau ? Alors, malheureusement, on n'a pas le droit d'en parler. Je ne peux rien vous dire parce que c'est le secret professionnel qui a été conservé jusqu'à ce jour et que je resterai vraiment silencieux. Vous attisez ma curiosité. Alors, Guillaume Gomez vient de faire un très très beau livre, le chef actuel de l'Élysée. Guy Savoy. Un très très beau livre où il a répertorié en fait beaucoup de menus. Donc si on s'y intéresse de près, on peut aller voir quelques petites infos déjà. Absolument, il est très dynamique et il est parfait en tout cas dans cette place à l'Élysée. Il fait beaucoup pour la gastronomie française. Bon. Tout à fait. Alors Dominique Enracte, vous, avant de devenir président de la Confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie française, vous êtes boulanger. Tout simplement, à la tête de la Pompadour, si je ne me trompe pas, qui est une boulangerie qui, pour la petite histoire, était la préférée de la favorite de Louis XIV. C'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une boulangerie depuis 1860. Ah ouais, il y a une vraie tradition. Donc on a le premier bail. C'est assez amusant de voir que ça a démarré par une boulangerie et c'en est toujours une. Et alors, raconter une histoire, finalement, pour vous, avoir choisi ce lieu, c'est transmettre un plaisir en plus de la bonne baguette, c'est ça ? Il faut que ça soit une histoire qu'on raconte ? Je crois que ce qui est important dans une boulangerie, et je crois comme n'importe quel commerce, et notamment une boulangerie, puisque les gens les voient tous les jours, il faut absolument être dans un endroit qu'on aime particulièrement. Parce que voilà, on ne peut pas seulement faire du business, on vit avec les gens. On les voit le matin, on les voit le midi, le soir, on les voit pour les fêtes, pour les communions, tout ça. Donc il faut absolument être vraiment par rapport à son quartier. Il faut aimer le quartier dans lequel vous avez vraiment un rôle de lien social aussi. Tout à fait. Très important, c'est l'endroit où on se rencontre. Des endroits où les
gens viennent pour un café, pour prendre leur baguette tous les jours, pour échanger. En province, par exemple, qui n'a pas laissé une clé, un message, une enveloppe chez le boulanger pour quelqu'un. Donc c'est et notamment dans les petits villages aussi bien que dans les centres-villes, c'est un énorme lien social. D'ailleurs, on voit, Emmanuel Schmitt me disait, une boulangerie, un village sans boulangerie, c'est un village moribond. C'est vraiment une vie qui se fait. Vous voyez, par exemple, quand il y a eu la période de sécheresse, cette canicule, en fait, on avait donné avec les chambres consulaires d'avoir une veille attentive sur les gens, puisque les gens parfois vivent seuls et se laissent aller. Donc, on avait, c'était une mission aussi de pouvoir veiller sur les gens. Alors, le bon pain, la bonne viande et un chef qui va nous mettre tout ça en bouche. On va continuer dans pas longtemps. Merci à tous les trois pour ces bons mots. C'est excellent et c'est une spéciale gastronomie française ce soir sur Sud Radio avec le grand chef aux 3 étoiles Guy Savoy, le boucher qui parle à l'oreille des grands Jean-Baptiste Bissonnet et le boulanger devenu président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française Dominique Enracte. Ne bougez pas, on revient. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. J'arrive à atteindre les gens grâce à ce que je fais. Et j'aime ça. Et je veux partager ça avec toi. Mais combien de fois je dois vous dire que c'est susceptible, une aubergine, qu'il faut pas lui faire de la peine, qu'il faut pouvoir la regarder dans les yeux. Elle est susceptible, l'aubergine, Guy Savoy ? En tout cas, mais tous les produits sont susceptibles parce que nous, notre rôle, j'ose même dire notre mission, c'est de donner une deuxième vie à chaque produit. Les produits arrivent chez nous, ils sont inertes, c'est vrai. Ils sont inertes. En ce moment, je vois toutes les volailles, les poulardes, chapons, poulets roulés et autres, qui sont à la fois magnifiques, qui sont bien sûr comestibles, mais l'esthétique vous fait envie, mais elle n'excite pas la gourmandise. Dès que le cuisinier est passé par là, que le plat est terminé, que la peau devient croustillante, que ça sent bon dans la cuisine et tout, vous me donnez faim, là, vous dites, on a donné une seconde vie à ce produit, et à chaque fois, c'est une vraie création, comme on est en permanence dans le concret, les produits sont là, on les voit, les équipes autour de nous, elles sont là, et puis tout le monde travaille, le plat terminé, il est là devant nous, et puis de l'autre côté, encore une fois, de la cloison, les convives sont là pour déguster. Tout se passe sur l'unité de temps, de lieu et d'action. Tout se passe sur le même lieu. Et en fluidité absolue. Je dirais qu'avec des personnes. Alors, il n'y a aucune machine qui n'intervient. C'est vraiment le savoir-faire des femmes et des hommes qui mis tous ensemble, arrivent à des heures bien précises. On ne changera jamais l'heure des déjeuners et des dîners. Il faut être prêt à ces moments-là. Et puis, c'est là que la magie de la transformation s'opère. Alors justement, on va parler de votre personnel et de votre restaurant, et de vos restaurants, parce qu'on a abordé votre parcours en première partie. Puis, en termes d'actu, elle est assez terrible pour nos amis restaurateurs. Oui, je ne voudrais pas plomber l'atmosphère. Mais on peut en parler 2 minutes quand même. Comment est-ce que vous vivez cette période inédite dans notre histoire ? Vous imaginez bien qu'on le vit très très mal, parce que c'est d'abord vécu comme une injustice, parce que je dirais, plus on limite les lieux d'accès, plus on concentre les personnes. Je vais vous prendre un exemple. Pour les réveillons, les restaurants seraient ouverts. Tous les convives seraient, dès l'apéritif, déjà assis autour des tables. Ce qui ne se passera pas bien sûr. À domicile. À domicile, les gens seront forcément debout à l'apéritif. Et puis, au deuxième verre, les masques vont sauter. Alors que nous, il y a les règles sanitaires ont été parfaitement respectées. Donc, vous ne comprenez pas cette fermeture Non, moi, je ne la comprends toujours pas, et pour me cacher, je la vis assez mal, parce que on est tellement en décalage avec ce qu'on voit à l'extérieur qu'on se dit pourquoi cet arbitrage, qui est à mon avis pas fondé. D'ailleurs, je vais citer encore une autre preuve, c'est que le virus même s'accélère, bien que les restaurants soient fermés. Donc voilà. Et puis alors ce que vous disiez autre tout à l'heure argument, en antenne, et je touche du bois, aucun de mes 65 collaborateurs depuis le mois de mars, jusqu'à la fermeture fin octobre, n'a été affecté parce que les mesures ont été strictement
strictement respecté. Même la nuit, moi j'avais un appareil qui diffusait de l'ozone dans les vestiaires et dans toute la partie livraison pour vraiment pendant 2 heures pour vraiment aseptiser tous les lieux qui étaient en prise directe avec l'extérieur. Bien sûr. Jean-Baptiste Bissonnet, vous êtes d'ailleurs le fournisseur des restaurants de Guy Savoy en viande, si je ne m'abuse. Voilà. Le monde de la boucherie d'excellence, il est logiquement impacté, puisque vous fournissez les grands chefs, dont Guy Savoy ici présent. Est-ce que vous avez dû vous réinventer? Je rappelle pour nos auditeurs quand même que vous avez 200 collaborateurs et une demi-douzaine de sites à gérer aux boucheries nivernaises. Exactement. Aujourd'hui, on a des restaurateurs qui sont attristés de la situation et nous sommes tristes avec eux. Ils ne peuvent pas travailler, donc nous ne pouvons pas travailler de la même manière. Aujourd'hui, on a repensé, on a essayé de trouver une sorte de rebondissement et nous avons inventé et créé les coffrets des Nivernaises pour pouvoir livrer la viande des boucheries nivernaises directement chez le consommateur qui ne pouvait pas accéder aux boucheries nivernaises. Voilà. Et on a continué ce déploiement pendant toute la première phase de confinement. Et de manière nationale et là, tout récemment, de manière nationale, puisque nous pouvons livrer partout en France sous 48 heures. Voilà. C'était un petit peu notre façon de pouvoir... trouver un second souffle, quoi. Voilà, avoir un second souffle, mais néanmoins, notre activité reste directement, fortement impactée, puisque notre chiffre d'affaires est exposé à plus de 80% sur l'hôtellerie et la restauration. Donc, ce ne sont pas nos boutiques de détail qui vont, on va dire, faire la différence, mais au moins, on reste actif. On reste dans le coup. Quand nos amis, nos chefs sont malheureux, tristes, nous sommes tristes avec eux parce que c'est vrai que les chefs se battent pour eux, nous mettent en avant la difficulté qu'ils peuvent connaître, leurs fournisseurs connaissent les mêmes difficultés. En amont, ça fait des dégâts. C'est pour ça que moi, dans l'un de mes restaurants, au Chiberta, d'ailleurs en étroite collaboration avec les boucheries Nivernaises et le Coq Saint-Honoré, on a décidé de faire la vente à emporter. Donc, avec justement en pensant à tous nos fournisseurs, en pensant aux équipes, parce que j'ai des jeunes qui ont vraiment envie de travailler. Bosser, et puis il y a des apprentis et des stagiaires qui sont venus chez nous faire, je parle des stagiaires 2, 3, 4 ou 6 mois de stage. Il faut donner la possibilité à ces gens-là au moins de goûter un petit peu à ce que c'est, quoi. Absolument, que leur cursus scolaire 2020 soit pas totalement détruit. Et puis aussi maintenir ce lien tellement précieux avec nos convives, avec nos fidèles. Donc, mais encore une fois, on verra à la fin le modèle économique, mais je dirais c'est surtout tous ces points que je viens d'énoncer qui sont pour nous primordiaux, parce que on est dans l'humain en permanence. Bien sûr. On n'est pas dans le discours, on est dans l'humain, quoi. Donc dans l'action, dans le concret. Absolument, parce qu'en amont des boucheries, il y a tous les producteurs la volaille de Bresse en ce moment, les éleveurs de volaille de Bresse, ils font leur chiffre d'affaires sur 3 semaines dans l'année. Ils ont 9 mois de travail pour mener à bien les poulards, les chapons, et puis là ils ont très peu de débouchés. Heureusement qu'ils ont les bouchers. Tout à fait. Dominique Enract, je le rappelle, vous êtes à la tête de la Confédération nationale de la boulangerie, on va y arriver, pâtisserie française, et vous vous battez également pour faire inscrire la baguette au patrimoine de l'UNESCO, c'est ça? Au patrimoine culturel immatériel? Tout à fait. Vous avez réussi ça nationalement, c'est ça? Tout à fait. C'est des savoir-faire artisanaux, j'ai bien précisé, et la culture de la baguette de pain, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour. Vous voyez, la première course qu'on donne à un enfant, c'est d'aller chercher le pain. Le premier aliment solide qui vient dans la bouche d'un enfant, c'est le quignon de pain. Il se fait les dents dessus. Donc il y a tout un tas de choses qui sont la culture autour de la baguette qui sont très importantes. Et c'est ce savoir-faire immatériel qu'on veut inscrire. Et alors l'idée, c'est de le préserver, on imagine, ou de le faire rayonner aussi? Tout à fait. Il y a 2 choses, enfin même plusieurs. C'est sauvegarder déjà ce savoir-faire. Vous voyez, pour une baguette qu'on peut dire une vraie baguette de tradition, cette baguette qu'on veut inscrire. J'en ai une à côté de moi que j'ai commencé à grignoter, je tiens à dire quand même. Tout à fait. Il faut
de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Et c'est seulement, comme disait Guy Savoy, c'est-à-dire qu'on arrive avec des hommes et un savoir-faire à produire cette baguette qui est déjà pas mal connue dans le monde entier et qu'on retrouve partout en France. Et c'est 12 millions de clients chaque jour, c'est quand même plus de clients que la SNCF en ce moment. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Et avec ces 4 ingrédients, on a des baguettes différentes dans toute la France. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui transcende toutes les classes dans une boulangerie, le plus riche, le plus pauvre, tout le monde vient et fait la queue pour aller chercher son pain. C'est ça, chercher sa baguette. Et alors vous servez pas mal des apprentis aussi en boulangerie. Comment ça se passe dans votre secteur en ce moment? Est-ce que vous avez été impacté de la même manière ou autrement par la crise? Écoutez, au moment du premier confinement, c'était très dur puisque c'est vrai que tout le monde s'est rué dans les supermarchés. Nous, on avait l'obligation d'ouvrir, ce qui était très bien, c'est une chance, surtout quand on voit aujourd'hui par rapport aux restaurateurs, par exemple. Mais on avait des baisses entre 40-60% en moyenne, 80% dans quelques endroits, notamment pendant le premier confinement. Monsieur, tout à fait, puisqu'il y avait personne. Tous les gens étaient dans les maisons de campagne. Alors certains endroits en province s'en sortaient plutôt pas mal, mais tout ce qui était bureau avec le télétravail et puis des endroits touristiques, etc. C'était une catastrophe. Quoi. Donc chose qu'on a un petit peu moins ressentie, sauf aujourd'hui dans les stations de ski et encore les endroits de bureaux touristes. Voilà, donc on est. Vous êtes réorganisé quand même de manière à être moins impacté, on suppose. Voilà, tout à fait. Alors on a effectivement fait des applications, des choses, tout ça, donc de façon à au niveau de la question des apprentis, on était très inquiets puisqu'on s'est dit c'était bien reparti, on avait beaucoup de demandes de jeunes qui voulaient faire ce métier vraiment volontairement et en fait c'est vrai que des primes qui ont été faites par le gouvernement, mise 5 000, 8 000 euros, etc. pour les majeurs, et bien finalement on s'en sort plutôt pas mal. Et c'est vrai, on a beaucoup de jeunes qui veulent faire ces métiers, on a pu quand même ouvrir. Donc on a 24 000, on a fait le compte, là on a 24 000 apprentis. L'apprentissage, il a bonne pub en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy Savoy? Si je ne suis pas toujours d'accord avec les mesures qui sont prises actuellement, je veux dire que pour l'apprentissage, on reconnaît que le job a été fait, quoi. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par nos métiers. Bon, mais qu'est-ce qui fait aussi toutes ces émissions autour de la cuisine aussi désinhibent certainement des adolescents qui n'osaient peut-être pas dire avant qu'ils voulaient être cuisiniers, boulanger ou boucher. Et le fait de l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, bien évidemment, ça labellise ces métiers. On prend conscience que le savoir-faire est important, quoi, et moi je m'en rends bien compte. Vous savez, lorsqu'on a des stagiaires d'une semaine en fin de troisième. Qu'est-ce quand je leur demande qu'est-ce qu'ils retiennent de leur stage? C'est ça. Alors? Le concret. Et puis on a pu goûter ce qu'on a fait. Ça change. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais quand Dominique tout à l'heure est arrivé avec son pain, j'ai remarqué la baguette bien cuite. Là, s'il pouvait faire le son de la baguette qui craque, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est merveilleux. En direct sur Sud Radio. Déjà, c'est une musique. Oui, c'est une musique. J'ai pas dit un bruit, c'est un véritable son. Je prends normalement cette définition pour le millefeuille. Je dis le millefeuille, ça s'écoute, mais je viens de prendre conscience aujourd'hui que la baguette aussi, ça s'écoute. Et alors la boucherie, ça s'écoute aussi, la viande? La boucherie aussi, ça s'écoute. La viande, ça se travaille. Quand vous rentrez dans une boucherie, de toute façon, vous entendez, bien entendu, les bouchers qui savent faire. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Qu'est-ce que je vous sers, madame? Et bien entendu, après, ils font jouer les couteaux. Et quand on rentre, c'est vrai qu'il est important de dire, il y a les odeurs et les odeurs de la belle et bonne viande. C'est un parcours de saveurs. La saveur qu'on va retrouver après, quand les chefs, tout à l'heure on en parlait, mais les chefs, tous ces produits qui sont en amont des éleveurs, travaillés par les bouchers, par les artisans boulangers, derrière, les chefs les subliment. Voilà. C'est ça. C'est cette peau qui croustille, c'est la magie de la transformation. J'adore cette émission. Merci à tous les trois pour tout ça. C'est excellent sur Sud Radio, c'est le cas de le dire. Nous sommes en compagnie ce soir des excellents Guy Savoy, Jean-Baptiste Bissonnet et Dominique Enracte. On revient tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Bellel. La boulette, c'est bon, hein? C'est un très, très grand gâteau. Vraiment. Que demander de plus? Et bon appétit, bien sûr.
Oui, je voulais parler par-dessus parce que c'était Cyril Lignac et Joël Robuchon. On a reconnu les voix. Voilà. Donc du coup, ça m'avait inspiré. Donc il est bien 19h30 sur Sud Radio, c'est excellent. C'est la deuxième partie de votre émission. On se fait vraiment plaisir autour de la table ce soir puisque pour l'instant, on ne commence que par le pain, mais je suppose qu'on va tous aller manger dignement juste après. J'ai donc la fine fleur de la gastronomie française autour de cette table. Je vais revenir un petit peu vers vous, Jean-Baptiste Bissonnet, parce qu'on va se faire plaisir. On vient de parler d'actualité un peu mortifère, mais on va passer au plaisir de la dégustation et de ce que on va manger ou de ce que les Français vont mettre dans leur assiette pendant ces fêtes. Donc vous fournissez, on l'a dit, Guy Savoie entre autres, mais on peut aussi et surtout venir faire ses achats directement dans une de vos boucheries ou en coffret, comme vous le disiez tout à l'heure, de manière nationale. Quels sont les morceaux que vous recommandez à vos clients pour un bon plat de Noël, par exemple ? Alors, Noël, c'est des plats de partage, même si on est aujourd'hui donc soumis à avoir des minimums à table, mais on peut quand même se faire plaisir autour des magnifiques volailles festives que nos éleveurs ont su donc préparer pour nous afin qu'on puisse se régaler lors de la phase de dégustation. On peut parler de la fameuse poularde, on peut parler du chapon, mais encore de la dinde, voilà, parce que les goûts diffèrent et chacun, je dirais, a sa star préférée. Ouais. Et puis quand c'est pas une belle volaille, ce sera un plat de partage et je recommande le fameux cœur d'aloyau de la famille, morceau inventé par mon grand-père Jean. Donc voilà, c'est quoi la recette alors le cœur d'aloyau, c'est tout simplement un morceau de faux filet entièrement paré d'énervé. Vous allez récupérer le gras de couverture, le taper et le replacer et le ficeler après en ficelle arrêtée pour que lors de la phase de cuisson, ce gras vienne nourrir la viande. Parce que il faut le dire, nous, on a des amateurs nos clients sont des amateurs de viande grasse, de viande persillée, et ce qui donne le goût à une viande, c'est le fait qu'elle soit un peu grasse. Voilà. C'est la preuve qu'elle a aussi quelques mois d'élevage. Exactement. Quand c'est trop gras, ou quand c'est trop maigre, c'est qu'elle est trop jeune, c'est ça ? Oui, souvent elle est trop jeune ou mal élevée. Ça arrive aussi chez les animaux. Ouais. Dominique Enracte, vous proposez certainement dans votre boulangerie, la Pompadour, les fameuses bûches de Noël, incontournables en cette saison. Donnez-nous, s'il vous plaît, quelques indications quant à votre préféré. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez ? Écoutez, ce que je préfère, moi, c'est la bûche royale. Alors, on l'a fait depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça fait partie, en dehors des crèmes au beurre, bien sûr, mais de l'incontournable. Donc, c'est un fond de pâte macaron, un praliné feuilleté qui croustille et une mousse chocolat noir. Donc ça, je trouve que c'est un mélange c'est un gâteau qu'on a vendu beaucoup, parce que c'est toujours apprécié. On avait même quelquefois des gens qui demandaient d'office, quoi. Ils demandaient même pas la carte. Et pourquoi ça plaît autant, vous pensez alors ? Je crois que le praliné et le chocolat font... on arrive à trouver quelquefois des gens qui n'aiment pas le chocolat, mais même malgré tout, ceux qui pourraient ne pas aimer le chocolat arrivent à aimer ce mélange praliné-chocolat. Parce que c'est quelque chose qui convient bien. Qui explose en bouche, quoi. Ouais, c'est très très bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy Savoie ? Moi, oui, puis on peut même rajouter à côté un sorbet aux clémentines ou une salade d'orange avec des zestes confits d'orange, et le mariage orange-chocolat fonctionne toujours très bien. Et à la fin du repas, ça apporte un peu de fraîcheur. Et alors sinon, vous seriez plutôt poularde, chapon ou dinde ? Alors, je vais vous dire tout ça, bien sûr, mais alors moi, il y a une volaille qu'on oublie, c'est l'oie. Oui. Alors, c'est vrai. Pourquoi j'aime l'oie ? Parce que l'oie, déjà, elle a une peau épaisse. Donc, lorsque son gras est parti, on a un croustillant différent des autres volailles. Et moi, je trouve que l'oie posée au milieu de la table, c'est vrai que ça a une belle allure. Gueule, c'est cette forme cylindrique là. Il y a quelque chose de fort dans l'oie, quoi. Et puis cette année, je dirais ça colle bien parce que si on est limité à 6 convives, une oie, pour 6, ça va, il en restera un peu le lendemain pour le faire en salade. Alors l'oie, il faut pas avoir peur. Bon, aussi pareil, il faut que la peau soit bien croustillante, bien colorée, il faut que ça sente bon. Et il faut toujours démarrer. Alors moi, les grosses pièces de volaille, je les démarre dans un four froid. Je vous explique pourquoi. Donc on met la bête dans le four et à ce moment-là, on allume le four. Pourquoi ? J'explique parce que le gras, à ce moment-là, va fondre doucement et va imprégner le maigre. Si vous mettez une volaille très grasse dans un four très chaud, le gras va rentrer en fusion tout de suite et vous allez avoir des volcans à la surface de la peau. La peau va s'éclater.
malheureusement pas les convives. Et voilà. Donc, il faut pas avoir peur de démarrer. Donc, même le chapon, démarrer à four froid, après le mettre à 150, et puis après pour le faire colorer 180 ou. Dis donc, ou moi qui avais 200, l'habitude de mettre mon poulet direct dans le four à 175. Mais le poulet, c'est pas pareil. Le poulet, c'est pas pareil. Là, on parle de volailles fines. On parle des volailles fines de fin d'année. Voilà. Et l'oie, cette forme cylindrique, moi, je sais pas, il y a quelque chose d'artistique dans cette forme. Alors Guy Savoy, vous avez concocté, et puis Jean-Baptiste Bissonnet ici présent s'en est mêlé aussi, une jolie surprise inattendue avec le joaillier Mauboussin. Absolument. C'est incroyable ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, pour les gens qui s'achètent un bijou un peu cher, ils ont un menu Guy Savoy livré par le président de Mauboussin quand même. Oui, je crois qu'il fallait aller chercher les colis de réveillon du 31 décembre au siège de la maison Mauboussin. Et en fait, on a du foie gras en entrée. Tout ça est préparé au Chiberta. Après, on a les suprêmes de volaille de Bresse qui viennent du coq Saint-Honoré et qu'on va préparer à la truffe. C'est ça, c'était ma question d'après. Et avec du riz, parce que on a un riz de très très grande qualité. Et on a fait en sorte que lorsque les colis vont arriver à la maison, il n'y ait pas de souci pour ma mère disait réchauffer, maintenant on dit remettre en température. Mais voilà. Et puis en dessert, on a un dessert qu'on a appelé Diamant. Oui. Normal, c'est un bijoutier et qui est à base de pamplemousse et de thé Earl Grey. Voilà. D'accord, c'est original. Hein. Donc c'est en collaboration avec le Coq Saint-Honoré, qui est une filiale des boucheries d'Yverdon. Du groupe dirigé par mon cousin. Et ça se passe donc au Chiberta, 3 rue Arsène-Housset, le restaurant que j'ai près des Champs-Élysées. Magnifique. Voilà. Dominique Enracte, est-ce que ça vous inspire, par exemple, quand vous entendez Guy Savoy parler ou Jean-Baptiste, est-ce que ça vous inspire, Jean-Baptiste Bissonnet, est-ce que ça vous inspire pour créer des recettes de pain, par exemple? Est-ce que vous vous inspirez parfois justement des grands chefs? Est-ce que ça vous donne des idées dans la création de ce que vous proposez dans votre boulangerie, en fait? Tout à fait, parce que le pain, à la base, c'est de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Mais c'est vrai qu'avec les années, les rencontres avec les chefs, les rencontres avec tous les fournisseurs, ça s'est beaucoup amélioré. Par exemple, j'étais il y a 2 jours en Corse, avec un boulanger qui fait du pain avec du vin de là-bas, du vin corse, et avec des petites tranches de saucisson, etc. Et ça marche super bien pour le 19h. Donc, selon les régions, en fait, c'est ça aussi qui fait la force de toutes les boulangeries, c'est que chacun arrive à prendre des produits du terroir, hormis déjà le blé qui, lui, est local, ils arrivent à faire des spécialités. Donc, en fait, ne serait-ce qu'une vraie baguette de tradition peut être mise à toutes les sauces, en fait. Hein. Ça peut être avec des pépites de chocolat blanc, ça peut être avec différentes choses, des fruits de mer, on peut tout mettre, en fait, dans ce pain. Et c'est vrai que plus on évolue vers la gastronomie, plus on rencontre des gens, on a des échanges, et là, on peut faire plein de choses. Dans les formes aussi. Moi, j'ai vu avec boulanger, parce que pendant des années, j'essayais de faire mon pain. Je faisais mon pain, parce que j'étais tout fier de faire mon pain, mais mon pain n'était pas bon. Donc, pas bon, pas excellent. On n'était pas dans l'excellence. Et là, donc, avec boulanger, la Losse, que connaît très bien Dominique, on a décidé de mettre ensemble, en fait, le pain. Et comme moi, j'adore les quignons, j'ai voulu avoir un pain carré, en fait. Comme ça, j'avais 4 quignons. Voilà. Donc, ça va dans les formes, dans le choix des farines, de tout ça. Mais tout est une affaire de plaisir. La boulangerie a tellement évolué en 40 ans. Là, c'est extraordinaire. On a des sensations. Et puis encore une fois, c'est un artisanat. Donc, chaque artisan a mis sa patte. Donc, on est dans à chaque fois des sensations uniques. On s'en fout qui est le meilleur. On veut que chacun d'entre nous soyons uniques. C'est ça. C'est tout. C'est ce que recherche l'art de la sensation. C'est ce que recherchent les clients dans les boucheries ou les boulangeries, les convives chez nous. C'est d'avoir eu des sensations qu'ils n'ont pas ailleurs. Elles sont pas forcément meilleures ou moins bonnes, mais d'être uniques. Dominique Enracte, vous êtes boulanger, puis vous êtes aussi donc président de la Confédération nationale de boulangerie et pâtisserie française. Et pour les auditeurs qui vous voient à l'antenne, vous avez la jolie veste de cette confédération. Comment vous avez décidé de présider cette confédération? Pourquoi vous êtes présenté, puisque vous aviez un métier qui finalement est un métier qui prend pas mal de temps, si j'ai bien compris? C'est vrai. Alors j'ai un peu de métier maintenant. Alors un peu moins pris, puisque la Pompadour est en gérance avec 2 jeunes qui sont super talentueux. D'accord. Mais c'est vrai que je suis né quand même aussi dans la boulangerie. Mon père était boulanger, il est maintenant retraité, mais
il adore le sapin. Donc c'est vrai que depuis tout petit, j'ai été bercé comme guide ou Jean-Baptiste dans ce métier. Donc petit à petit, on arrive à prendre des responsabilités. Quand j'étais dans le 8e voisin de la famille Buissonnet, j'ai commencé à voir un peu toutes ces fonctions syndicales, voir un petit peu comment on pouvait défendre la profession, améliorer l'apprentissage, amener en fait sa pierre à l'édifice. Et puis après, de petit à petit, voilà, président de Paris, Île-de-France, et puis un jour la Confédération, qui est vraiment quelque chose puisqu'on est 33 000 boulangers. C'est ça. Donc c'est 96 départements représentés avec des présidents de départements, de régions. C'est une petite ville dans la ville. C'est vraiment pas toujours simple. Mais c'est passionnant de pouvoir faire avancer en fait nos métiers. On parle encore d'humanité, d'incarnation. Finalement, c'est ça qui change et qui donne l'esprit français aussi, non ? Absolument, c'est la singularité de la France. C'est d'abord tous ces savoir-faire qui ont été après le savoir-faire, c'est-à-dire l'apprentissage, et après la propre sensibilité de chaque artisan. Bien sûr. Les boulangers ne font pas tous le même pain, heureusement. Donc ils ont leurs pâtes, leur signature, leurs pâtes, c'est le cas de le dire, leur signature, et encore une fois, chacun d'entre eux est unique. Et c'est ça qu'on attend d'un artisan, en fait. Autrement, ça s'appelle l'industrie. Et c'est vrai qu'on peut parler, par exemple, de savoir-faire avec seulement 4 produits. Pour le concours national de la meilleure baguette qui se passe à Paris, qui se passait devant Notre-Dame, on a une vingtaine de jeunes ou moins jeunes qui viennent de régions. Ils ont tous le même four, la même farine, le même temps, la même levure, les mêmes matériels, et il y a 20 baguettes différentes. Ça donne pas du tout la même chose à chaque fois. Avec les mêmes choses, c'est ça qui est incroyable. Non, mais c'est ça, mais les concours de cuisine, c'est la même chose. Bien sûr, les mêmes produits. La pâte est souvent... Je veux dire, l'artisan, moi, je sais, j'ai fait de la pâtisserie, et quand je suis arrivé à Paris, le dessert phare de mon restaurant, c'était le millefeuille. Et c'est pour ça que je dis le millefeuille, ça s'écoute. Le bruit du millefeuille. Ça s'écoute avant de se déguster. Mais je me dis, les propres observations, je les ai faites moi-même, parce que les ingrédients soient en même température, ça veut rien dire. J'ai dit, on m'a raconté, c'est pas ça, c'est pas la température, c'est la consistance. Il faut que le beurre soit à la même consistance que la détrempe. Autrement, la magie des feuilles ne se fait pas. Donc c'est presque un processus chimique, en fait. Pardon ? C'est un processus chimique, presque, en fait. Et toutes les pâtes, je parle devant le spécialiste. Si vous mettez pas de sel dans une brioche qui est pourtant sucrée, la réaction chimique ne se fera pas. Donc, il n'y aura pas de couleur. Voilà, il y aura pas de couleur. J'ai déjà fait un gâteau sans le blanc des œufs, j'ai bien vu la différence, effectivement, aussi. Vous voyez, par exemple, un produit on parle du feuilletage, qui est très délicat, entre le beurre, la détrempe, voilà. Mais par exemple, vous faites un croissant, vous avez en plus la fermentation. Donc le croissant est un des produits les plus compliqués à faire. Parce qu'il faut gérer le feuilletage et la fermentation. Comme la brioche feuilletée aussi, où là, il y a plusieurs... Il y a plusieurs process, et qui sont vraiment, je veux dire, c'est à la fois le savoir-faire, l'observation, et cette observation, elle tient compte parfois de la météo, le taux d'humidité dans l'air est important pour le pain. Je parle devant les spécialistes. Pour la viande aussi, on imagine, Jean-Baptiste Bissonnet. Pour la viande, ce sera c'est encore autre chose. On va y passer après. Merci à vous, mes chers auditeurs, d'écouter cet excellent sur Sud Radio pour cette spéciale gastronomie. Restez avec nous, on revient juste après ceci. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent, et il nous reste un quart d'heure ensemble avec les as de la gastronomie française, et j'ai nommé Guy Savoy, le grand chef aux 3 étoiles, Jean-Baptiste Bissonnet, le boucher d'excellence, et Dominique Enracte, le patron des boulangers. Dominique Enracte, qu'est-ce qui fait la différence ? Bon, après, c'est assez logique comme question entre la grande distribution et le pain qu'on va trouver au supermarché, par exemple, et un artisan boulanger pâtissier. Évidemment, il y a le savoir-faire et puis les produits. On imagine aussi. Tout à fait. C'est vrai que le boulanger, ça reste un petit peu comme dans le temps où il y avait le paysan qui faisait son blé, il y avait le meunier, ils amenaient en sac, et il y avait le boulanger. En fait, nous, d'une manière générale, on prend des baguettes, bien souvent une farine de tradition ou bien d'autres, mais des farines locales. C'est-à-dire, on ne fait pas venir de la farine de Marseille, ici on est boulanger à Paris, et vice-versa. Donc ça reste très local. Ensuite, il y a cette particularité de faire du travail à la main, comme on parle par exemple la baguette de tradition. C'est pétri lentement. C'est la manière dont c'est pétri ? Tout à fait, la manière dont c'est pétri, c'est-à-dire qu'on pétrit beaucoup plus lentement qu'une baguette industrielle. On a, hormis le fait du choix de la farine. Ensuite, il y a une longue fermentation. Et après, des températures
température qui joue beaucoup. On met de l'eau froide quand il fait chaud, de l'eau chaude quand il fait froid. Parfois de l'eau chaude quand il fait froid dans les labos. Donc c'est un peu comme une cuisine. Ça aussi, c'est de la chimie. Tout à fait, c'est de la chimie. Et quand on va façonner cette baguette à la main, pour avoir toutes ces alvéoles qu'on voit quand on coupe une baguette dans le long, pour voir cette fermentation, ça donne une baguette qui est assez typique. C'est-à-dire qu'il faut que chaque boulanger ait une baguette différente. C'est ça le côté d'artisanat. Je refais un peu le bruit du papier, parce qu'elle est juste à côté, on l'aime trop la baguette. Donc c'est important, ouais. On va venir à Jean-Baptiste Bissonnet qui a édité un livre qui s'appelle Bissonnet, une dynastie qui est trouvable chez Galignani à Paris et à l'Écume des Pages. Voilà, donc c'est une production familiale qui est faite avec Valérie Solvy. Valérie Solvy, que je vais citer aussi, on la connaît tous les deux, et qui dit de vous, on la connaît tous, effectivement, pardon. Jean-Baptiste contribue au rayonnement d'un savoir-faire très spécifique. La découpe à la française, c'est aussi extraordinaire que la haute joaillerie tricolore. Donc on imagine que savoir découper, c'est aussi important que savoir manager dans votre cas. Et on imagine aussi que la viande est bonne quand elle est bien découpée. La viande est forcément bonne quand elle est bien découpée, mais quand en amont, elle est bien choisie. Voilà. D'accord. Il faut vraiment que de la fourche à la fourchette, on retrouve l'excellence, comme on en parlait tout à l'heure, partout. Aujourd'hui, une boucherie, c'est clair qu'il faut la manager, parce que comme vous le savez, comme vous l'avez cité tout à l'heure, on est un groupe familial. Il faut être partout et diriger vraiment les choses au plus proche de ces équipes. Et ces équipes-là ont besoin de vibrer le produit, de le travailler, de le sublimer et d'en faire un bijou. C'est ça. Voilà. Donc la découpe, ça fait un bijou, quoi. Ça fait de la joaillerie. Ça fait un bijou, tout à fait. C'est magnifique, ça. Guy Savoie, on imagine qu'un grand chef, finalement, c'est celui aussi qui sait choisir les produits. Évidemment, c'est la base. Complètement, ça commence par là. Je vous dis, on est dans le concret en permanence. Donc, ça. Comment vous choisissez vos fournisseurs, d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que vous allez aller vers l'un et pas vers l'autre? Je compare souvent mon métier avec le sport. Donc, pour les fournisseurs, je suis un sélectionneur. Oui. Pour mes équipes, je suis un capitaine-entraîneur. Et puis chaque table est une action de jeu. Voilà comment je conçois le métier. Mais c'est évident. Mais on a la chance d'être en France. Pourquoi on est le pays de la gastronomie, et qu'à mon avis, on va le rester pour très longtemps, je crois que pour l'éternité, parce que justement, on a la chance d'avoir tous ces artisans de la terre et de la mer qui sont uniques. On est le pays de cette diversité, et dans cette diversité, on a la qualité. Vous imaginez que, encore une fois, le travail et l'observation des hommes et des femmes ont déterminé qu'une race de volaille, dans un terroir particulier qu'est la Bresse, parce qu'un sol humide, où il y a plein de petits micro-organismes, et que ces volailles-là vont donner la reine des volailles, on n'a pas mieux sur la planète. Comment en Bourgogne le chardonnay cépage de blanc sur une petite parcelle va donner une typicité. Il y a un chemin qui sépare de la parcelle d'à côté et on a un autre caractère. Tout ça, c'est l'observation des hommes et des femmes. Ça, c'est pas fait instantanément. C'est quelque chose qui appartient à la France, qui est unique à la France, et ce pays, la planète entière nous l'envie, quoi. On a envie. D'ailleurs, si on a autant de touristes en temps normal, c'est que les gens rêvent de venir vivre cet art de vivre à la française. Rentrer dans une boulangerie, prendre une baguette ou un sandwich parce qu'on sait qu'il va être bon. Rentrer dans une boucherie parce qu'on sait que la viande va être découpée de manière académique. Et rentrer dans les restaurants parce que du petit restaurant de quartier au restaurant gastronomique, eh bien, il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses qui sont uniques au monde. Vous avez répondu à ma question d'après, en fait, qui est la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que c'est que l'excellence française, finalement? Donc, on est d'accord que c'est cet esprit français unique. C'est la qualité exceptionnelle dans une diversité exceptionnelle. Mais chez les charcutiers, chez les bouchers, chez les boulangers, chez les chocolatiers, chez les pâtissiers, chez les fromagers, chez les vignerons, partout la liste, chez les ostréiculteurs, chez tout. J'ai envie c'est un esprit, c'est un état d'esprit aussi, on est d'accord. Bien sûr, non mais ça coule, c'est notre ADN. Ouais, c'est ça. Parce que moi, fournisseur de volaille de Bresse, comme le fournisseur de chez Jean-Baptiste et tout ça, ce sont des gens qui ont
qui ont un savoir-faire ancestral. Et qu'est-ce qu'ils respectent, en fait? Ils respectent tout simplement l'authenticité. Ouais. Voilà. Moi, je sais que le mien, il donne 3 fois par jour à manger à ses volailles en fin d'année, pour pas que dans le bac où il y a la nourriture de la volaille, cette nourriture traîne. C'est ça. Comme c'est du lait caillé avec de la farine de maïs, 3 fois par jour, il vient donner à manger. Voilà, c'est comme elles ont un régime d'humain. Petit déjeuner, dîner. Il fait bon vivre quand on est une volaille de Bresse. Quand on est volaille de Bresse, il fait bon vivre jusqu'à ce qu'on finisse dans l'assiette, quoi. En fait. Voilà. Mais bon, c'est une belle vie aussi. Oui. C'est une belle deuxième vie. C'est la deuxième vie dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois que c'est important. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un produit, que ce soit une carotte, un homard, un chou, une volaille ou même une grappe de raisin. On n'a pas le droit de pas respecter, quoi. Au contraire, nous on est là pour magnifier. Nous, en quelques minutes, on transforme. En amont, il a fallu des semaines ou des mois pour faire pousser, le temps, pour élever tout ça. Nous, on a le beau rôle, quoi. C'est pour un filet de rouget, c'est quelques secondes. Pour une volaille, allez, c'est maximum 1 heure. Et en 1 heure, on n'a pas le droit de mettre à bas tout le travail 8 qui a été fait en 9 mois de travail qui repose en plus sur une histoire. Ouais. Parce que le spécimen poulard de Bresse, bien sûr qu'il a son propre histoire. Il a fallu qu'il échappe au renard, à l'orage, mais tous ces siècles d'observation et de travail des hommes pour justement faire cette singularité française que tout le monde nous envie. C'est tout à fait ça. Dominique Enracte, vous avez une définition, on suppose, très proche de ce que vient de nous raconter Guy Savoy, de l'excellence française. Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai quand même pas mal voyagé. Ouais. Et je vois notamment au Canada, où je suis allé à Montréal, Québec, dans des écoles hôtelières, tous les profs qui étaient dans le au bar, en cuisine, en boulangerie, en pâtisserie, c'était des Français. Qui vivaient extrêmement bien. C'est-à-dire, c'est aussi son rayonnement à l'international. Des ponts d'or. C'est-à-dire, on voit aussi beaucoup de gens qui viennent pour apprendre la cuisine, qui viennent en stage. Vous voyez, je me souviens, quand je travaillais à l'époque au Laurent, il y avait beaucoup de Japonais qui venaient apprendre ce métier et qui étaient vraiment au garde à vous, aux ordres. Ils savaient qu'ils avaient une chance incroyable de pouvoir apprendre des choses merveilleuses en France. Je pense que c'est ça l'excellence. On l'a, voire même une ménagère qui sait faire une blanquette, qui sait faire un bourguignon. Ça, on se rend même pas compte. C'est l'art de transmettre les bonnes recettes. Jean-Baptiste Bissonnet. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette excellence à la française, c'est aussi nos chefs qui l'exportent. Tout à fait. Et qui font partager des moments juste de pur bonheur à leurs convives, lors d'un déjeuner, lors d'un dîner. Voilà, c'est le produit aussi français s'exporte, voyage pour le plaisir des papilles des consommateurs. Si on exporte autant de vin tout autour de la planète, c'est que des étrangers ont eu l'occasion de les goûter chez nous. Bien sûr. Je crois que c'est de l'ordre de 13 000. Ils nous ont un peu copié après aussi, d'ailleurs. Mais non, mais c'est pas copié. Tant mieux. Non, mais on les... Ils se sont inspirés, pardon. Ils nous ont pas... Non, ils nous copient pas, on les entraîne. C'est ça. Moi, je dis, tout autour je parle pas de la France, que la France, c'est dans notre ADN et ça coule dans nos veines depuis des générations. Mais tout autour de la planète, si vous regardez bien aujourd'hui, il s'est passé plus de choses ces 20 dernières années que les 2000 ans qui ont précédé. Et c'est la France qui a fait l'étincelle. Moi, j'adore quand on dit ça dans cet excellent sur l'excellence française. Franchement, on est au bon endroit pour dire ce genre de choses. Et vous savez, inviter des cuisiniers étrangers, parce que nous, quand on nous le dit, on peut nous targuer d'arrogance et tout. Pas du tout. Mais demandez à Gordon Ramsay, demandez à Tom Kitchin. Ils vous diront tous la même chose. Mais tous, ils disent qu'ils ont appris en France. Et quand ils sont rentrés chez eux, ils ont fait évoluer leur cuisine. Parce que tous les pays ont une cuisine. Nous sommes le pays de la gastronomie. La gastronomie, ça englobe tous les savoir-faire de nos amis boulangers, bouchers, fromagers, tout. C'est tout ça, quoi. Pour moi, la gastronomie, c'est un tout. C'est tout ce monde-là qui est singulier, qui est unique à la France. Merci messieurs d'être venus chez nous, parmi les studios de Sud Radio. Guy Savoy, je voulais quand même vous demander, on peut commander vos plats, on peut commander de la nourriture Guy Savoy si on veut. Au Chiberta. 01 53 53 42 00. Voilà. Quelqu'un vous répondra. Parce que on peut passer par le site internet, mais encore une fois, je peux pas vous parler des rapports humains en permanence et ne
ne pas avoir quelqu'un qui vous répond au téléphone. Oui, on en a marre du virtuel, je suis bien d'accord. Jean-Baptiste Bissonnet, on peut aussi retrouver des coffrets des boucheries nivernaises. On peut retrouver des coffrets des boucheries nivernaises. Voilà, à commander sur votre site. Des coffrets des nivernaises. Et de manière totalement nationale. C'est-à-dire que si on habite à Marseille, on peut être livré en 48 heures. À Marseille, en 48 heures, vous êtes livré. Et si jamais le bateau doit arriver jusqu'en Corse, en 48 heures, il arrive. Et je rappelle à nos auditeurs que votre livre, Jean-Baptiste Bissonnet, une dynastie bouchée haute couture, qui a été produit par Valérie Solvy, est trouvable à la librairie Galignani et à l'écume des Pages à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Dominique Enract, vous avez une petite info à faire passer à nos auditeurs avant de partir? 33 000 boulangeries à votre service qui sont debout à 2h du matin et parfois même avant, qui sont là pour vous proposer du pain varié, des bûches, des croissants, des brioches feuilletées, tout ce qui est bon. Magnifique. Merci chers auditeurs pour votre fidélité à cet excellent. Merci à vous trois, Guy Savoie, Jean-Baptiste Bissonnet, Dominique Enract, d'être passés par chez nous. La semaine prochaine et le 3 janvier, vous pourrez retrouver un best-of des meilleurs moments de l'émission. Et pour ma part, je vous retrouve au poste le 10 janvier avec de nouveaux, incroyables et excellents destins à découvrir d'ici là. Passez évidemment de très belles fêtes. Merci aux réalisateurs de cet excellent, Quentin Cabanis, à Lara et à Arthur, l'équipe du web, à Sud Radio, votre radio préférée, et à mon excellent bras droit, Méloane Rock. Un gros bisou à Valérie Solvy que je remercie pour son appui bienveillant. Nous aussi. On vous Merci, embrasse Valérie. tous, Valérie. Voilà. Retrouvez cet excellent en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio. Je crois qu'on a dépassé les 250 000 abonnés. Donc merci à tous pour votre fidélité. Bisous les copains, à l'année prochaine. C'était excellent. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.